En grandissant, j'ai appris à me faire toute petite, pas physiquement, mais dans tous les autres aspects qui comptaient vraiment. Ma sœur, Méline Maddie Pierce, avait une présence qui remplissait des pièces entières. Et nos parents, visiblement ravis, la laissaient occuper le moindre centimètre carré d'espace au sein de notre foyer. J'étais la fille aînée, avec 4 ans d'écart. Mais on ne l'aurait jamais deviné en voyant comment les choses fonctionnaient dans notre famille. Méline fréquentait la Westminster Academy, une institution privée, où les frais de scolarité dépassaient le salaire annuel de la plupart des gens. Pendant ce temps-là, moi, je me rendais à pied au lycée public de notre banlieue du New Jersey, situé à 8 pâtés de maison de chez nous. Elle passait ses vacances de printemps aux Bahamas, et ses étés en Europe. Durant ces mêmes mois, je travaillais à la bibliothèque du quartier, où je rangeais des livres et aidais les gens à trouver ce qu'ils cherchaient. Lorsqu'elle a eu 19 ans, notre père lui a offert une magnifique BMW décapotable flambant neuve, ornée d'un immense ruban rouge. Pour mon 19e anniversaire, j'ai eu droit à un gâteau, et à une carte contenant $75. Cette différence de traitement ne nous a jamais été expliquée. Papa travaillait comme associé principal dans une entreprise d'immobilier commercial. Et maman bénéficiait d'un important fonds de placement, issu de sa famille. L'argent n'était pas le problème. Le vrai problème, du moins d'après ce que je pouvais constater, c'est que Méline était l'enfant prodige, et que je ne l'étais pas. J'ai d'ailleurs arrêté de demander pourquoi depuis bien longtemps. Quand je posais la question, je recevais des réponses vagues, affirmant que Méline avait besoin de vivre certaines expériences, ou bien posséder des qualités spécifiques qui devaient être développées. Maman me caressait l'épaule, et me disait à quel point j'étais indépendante, et que je n'avais jamais besoin de beaucoup d'aide. C'était comme si mon autonomie était une bénédiction, plutôt qu'une obligation qu'ils m'avaient eux-mêmes imposée. Ce schéma s'est mis en place très tôt. Quand j'avais 14 ans, et que Méline en avait 10, j'ai voulu commencer à prendre des cours de piano. Plusieurs de mes amis apprenaient à en jouer, et l'idée de faire de la musique me fascinait. Maman a répondu, nous verrons, ce qui, je le savais très bien, signifiait un refus. 3 mois plus tard, Méline a déclaré qu'elle voulait essayer le piano. La semaine suivante, un piano à queue de queue faisait son apparition dans notre salon. Un professeur particulier venait à la maison, 3 fois par semaine. Méline a tenu bon pendant exactement 5 mois, avant de qualifier l'instrument de « sans intérêt » et de se tourner vers l'équitation. Le piano a alors commencé à prendre la poussière. J'ai appris à jouer toute seule, en regardant des vidéos sur YouTube. Et je ne m'exerçais que lorsqu'il n'y avait personne d'autre à la maison. Car je ne voulais pas attirer l'attention sur ce que je faisais. C'était embarrassant de désirer quelque chose que mes parents avaient acheté pour Méline, mais qu'ils refusaient de m'offrir. Alors, j'ai appris en secret, mes doigts trouvant les touches dans la maison vide, pour produire des mélodies que personne d'autre n'entendait. Le lycée m'a offert exactement la même dynamique. Méline allait à la Westminster Academy, où les filles portaient des uniformes ornés de l'emblème de l'école, et se promenaient avec de magnifiques sacs à main en cuir. Le campus ressemblait à un décor de film, tous les bâtiments étaient en pierre, et les jardins parfaitement entretenus. Pendant ce temps, moi, je marchais dans les couloirs bondés du lycée public Jefferson, où les casiers coinçaient souvent, et où la cafétéria sentait les produits d'entretien industriel, mélangés à la nourriture avariée. Je me rassurais en me disant que tout allait bien. Le lycée Jefferson avait d'excellents professeurs, et j'y apprenais tout autant que Méline, dans sa luxueuse école privée. Cependant, il y avait des moments où cette différence faisait mal, d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Les réunions parents-professeurs en étaient la parfaite illustration. Maman et papa réservaient des soirées entières pour assister aux réunions de Méline à Westminster, l'emmenant fréquemment dîner au restaurant par la suite. Mes propres réunions, en revanche, étaient programmées pendant leur pause déjeuner. C'étaient de brèves sessions de 15 minutes, au cours desquelles mes parents ne posaient que les questions les plus basiques, avant de retourner au travail. Ma conseillère d'orientation,
Madame Ella Whittaker, avait remarqué cette situation. C'était une femme brillante, d'une cinquantaine d'années, qui semblait observer bien plus de choses que la moyenne des gens. Lors de mon année de première, elle m'a convoqué dans son bureau, afin de discuter de mes candidatures pour l'université. Elle a examiné mon dossier scolaire, et a déclaré, « Tu as d'excellentes notes. Tu es dans les 7% supérieurs de ta promotion, de très bons résultats aux examens. Et des activités extrascolaires dynamiques. Tu vas avoir de nombreuses options. » Je l'ai informé que je visais principalement les universités d'État. L'université Rutgers a une excellente réputation, et, étant résidente de l'État, les frais de scolarité y sont raisonnables. Madame Ella Whittaker m'a observé attentivement, tout en consultant mes relevés. Tu pourrais viser bien plus haut que cela. Avec ton parcours académique, tu peux postuler aux universités de l'Ivy League. Certaines d'entre elles offrent d'excellents programmes d'aide financière. Mes parents refuseront de remplir les documents de demande d'aide financière. Ai-je déclaré de façon très claire. Ils gagnent beaucoup trop d'argent pour que je sois éligible aux bourses sur critères sociaux. Et pourtant, ils m'ont fait comprendre, de manière évidente, qu'ils ne contribueraient pas du tout à mes études. Son regard, d'abord intéressé, s'est teinté d'inquiétude. Te l'ont-ils dit directement? Pas exactement en ces termes. Cependant, ma sœur va dans une école privée. Elle fait de luxueux voyages, et mes parents parlent openly de payer l'intégralité de sa scolarité. Peu importe l'institution qu'elle choisira. Mais quand je parle de l'université pour moi-même, le ton de la conversation change. Ils insistent soudain sur l'importance des écoles publiques. Et sur la nécessité d'être prudent financièrement. Le message est suffisamment clair. Madame Ella Whittaker a tapoté son stylo sur son bureau. Que penses-tu des bourses au mérite? C'est justement ma stratégie, ai-je confirmé. Je postule dans des établissements où mes résultats me placent dans le groupe de tête des candidats. Avec un peu de chance, cela se transformera en aide financière. Elle m'a murmuré doucement, tu ne devrais pas avoir à traverser tout cela toute seule. Mais je le dois, ai-je répondu. Alors, c'est ce que je vais faire. Elle m'a alors aidé à rechercher des opportunités de bourse. Et à développer une véritable stratégie pour mes candidatures. Grâce à ses précieux conseils, j'ai postulé à 14 universités, proposant d'excellents programmes de bourse au mérite. Lorsque les lettres d'admission sont arrivées au printemps, j'avais devant moi une variété d'options. Rutgers m'offrait une bourse complète, couvrant non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement et la nourriture. J'ai accepté immédiatement. Mes parents nous ont emmenés dîner au restaurant, Méline et moi, pour célébrer nos admissions à l'université. Méline allait intégrer le Sarah Lawrence College, où les frais de scolarité annuels dépassaient les 74 000 $. Ma bourse complète pour Rutgers a été mentionnée très brièvement. Presque comme une simple note de bas de page. Papa a bredouillé quelque chose, disant qu'il était ravi que j'ai trouvé un choix bon marché. Passant totalement à côté de l'ironie de la situation. C'est ainsi que j'ai appris à subvenir à mes propres besoins. J'ai travaillé tout au long du lycée, mis de côté tout ce que je pouvais. Et obtenu une bourse académique complète pour Rutgers. Méline, de son côté, a fréquenté le Sarah Lawrence College, tous frais payés. Naturellement, pendant qu'elle étudiait la poésie, et passait des semestres à l'étranger. Je me suis lancé dans un double cursus, en commerce et en technologie de l'informatique. J'ai commencé à travailler pour une entreprise financière à Manhattan. Peu de temps après l'obtention de mon diplôme. Je vivais dans un petit studio dans le Queens. Et je prenais le train tous les jours pour me rendre au travail. Méline est retournée vivre à la maison après l'obtention de son diplôme. Elle parlait de devenir directrice artistique, ou de lancer un blog axé sur l'art de vivre. Nos parents encourageaient chaleureusement ces projets, tant sur le plan émotionnel que financier. Le contraste entre nos vies, une fois nos études terminées, n'aurait pas pu être plus prononcé. Pendant que Méline dormait dans sa chambre d'enfant, et passait ses journées à prendre des photos parfaites pour Instagram,
Je prenais le métro à 5h45 du matin, pour éviter l'heure de pointe. Mon studio, dans le Queens, avait à peu près la même taille que le dressing de Méline à la maison. La fenêtre de la salle de bain donnait sur un mur de briques, et mes voisins se disputaient si fort que j'ai fini par apprendre à dormir avec des bouchons d'oreilles. Mais, de mon côté, je construisais quelque chose de solide. Techvest Solutions, l'entreprise de finance pour laquelle je travaillais, était modeste mais très ambitieuse. 3 diplômés du MIT avaient fondé cette société. Après avoir identifié des inefficacités dans les plateformes de trading des grandes institutions financières, ils cherchaient quelqu'un qui comprenait à la fois les aspects techniques et les applications commerciales. Mon double diplôme faisait de moi la candidate idéale. J'ai commencé en tant qu'analyste junior, mais, dans l'ambiance d'une start-up, tout le monde doit porter plusieurs casquettes. En l'espace de 8 mois, je développais des algorithmes, j'assistais à des présentations clients. Et je collaborais directement avec notre équipe technique, pour améliorer le programme. Les horaires étaient brutaux, et la pression, constante, mais j'apprenais à une vitesse fulgurante. Lors de ma première année chez Techvest, je suis rentré à la maison pour Noël. Méline avait récemment commencé à fréquenter un homme, rencontré lors d'un vernissage. C'était un héritier, bénéficiaire d'un fonds fiduciaire, qui travaillait à temps partiel pour l'entreprise d'immobilier commercial de son père. Elle a passé le souper à raconter leurs dernières vacances à Aspen, montrant des photos d'elle sur les pistes, vêtue d'équipements de ski hors de prix. « Et toi, alors ?» a demandé maman, en me regardant avec une curiosité polie. « Comment se passe ton emploi ?»« Vraiment bien », ai-je répondu. « Nous venons de signer 2 nouveaux clients. Et je dirige actuellement le processus d'intégration pour l'un d'entre eux. »« C'est bien, ma chérie », a dit maman. Mais son attention s'était déjà tournée vers Méline, qui montrait quelque chose à papa sur son téléphone. Tante Vivien Mercé, qui nous avait rejoints pour les fêtes, s'est penchée pour me parler doucement. « Parle-moi un peu plus de ce sur quoi tu travailles. Ça a l'air bien compliqué. » J'ai présenté les principes fondamentaux du trading algorithmique. Et j'ai expliqué comment nous aidions les institutions à exécuter leurs transactions plus efficacement, tout en réduisant les risques grâce à une meilleure analyse des données. Vivien m'a écouté attentivement, posant des questions pertinentes. Et semblait sincèrement intéressée par mes réponses. Elle a ensuite déclaré, « Le travail que tu fais est important. » Et quand j'ai eu terminé, elle a ajouté, « Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. » Son approbation comptait bien plus qu'elle ne l'imaginait probablement. Dans une maison où mes réussites étaient continuellement ignorées, avoir quelqu'un qui reconnaissait mes efforts m'est apparu comme un véritable soulagement. Après une longue traversée du désert, la culture de la start-up était rude, mais gratifiante. Notre PDG, Gavin Harper, était à la fois exigeant et juste. Il nous poussait tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il savait aussi reconnaître le talent et célébrer la réussite. Au bout de 20 mois, il m'a promu au poste d'analyste principal et m'a accordé une petite part d'action dans l'entreprise. « Tu es l'une de nos meilleures recrues », a déclaré Gavin lors de mon évaluation. « Tu travailles plus dur que n'importe qui d'autre ici. Et tes analyses ont été essentielles à notre développement. Ces parts d'entreprise ne sont que le début. » À l'époque, je ne comprenais pas totalement ce que posséder des parts d'entreprise signifiait. Les actions de start-up me semblaient être purement spéculatives, avec la perspective d'une récompense future, qui pourrait très bien ne jamais se concrétiser. J'ai donc continué à vivre de manière très frugale, épargnant la majeure partie de mes revenus, et investissant tout ce que je pouvais, dans des fonds indiciels. Pendant ce temps, la relation amoureuse de Méline, avec son petit ami rentier, s'est détériorée. Elle a essayé de travailler pour une agence de relations publiques dans la mode, mais a démissionné au bout de 3 mois, jugeant les horaires excessifs. Ensuite, elle a tenté de lancer un blog lifestyle, promouvant le « luxe durable ». Un projet que nos parents ont soutenu avec enthousiasme. Le blog a rassemblé environ 50 abonnés, dont la majorité étaient des amis de la famille, qui se sentaient obligés de la soutenir. Au bout de 8 mois,
elle a également abandonné cette entreprise. À chaque fois que je rentrais à la maison, je voyais mes parents s'inquiéter des difficultés de Méline à trouver sa voie, sans jamais admettre que leur soutien financier constant contribuait sans doute à son manque d'ambition. Après tout, pourquoi ferait-elle des efforts, alors qu'elle pouvait être confortablement à l'abri? Quelles que soient ses décisions. 4 ans après mon arrivée chez Techvest, Gavin a organisé une réunion avec l'ensemble du personnel. Plusieurs grandes sociétés d'investissement avaient exprimé un vif intérêt pour notre entreprise. Après des mois de discussion, ils avaient décidé d'introduire la société en bourse. Cette introduction, l'IPO, était prévue pour le printemps suivant. Mon pouls s'est accéléré lorsque Gavin a décrit ce que cela signifiait pour les employés possédant des parts. Nos actions, qui n'étaient jusque-là que théoriques, allaient devenir de véritables actifs négociables. Selon les évaluations prévues, la valeur de mes parts se situerait entre 9 cents, 000 et 1,35 millions de dollars, en fonction de la réaction du marché. Assise dans cette salle de conférence, entourée de collègues qui célébraient déjà la nouvelle, j'ai senti que quelque chose changeait au fond de moi. C'était de l'argent réel. Le genre d'argent qui peut transformer une vie, et qui permet d'acheter de l'indépendance, de la sécurité, et le luxe d'avoir le choix. Je n'en avais encore parlé à personne dans ma famille. L'introduction en bourse n'aurait lieu que dans quelques mois, et tout pouvait encore arriver. Les marchés pouvaient s'effondrer, les valorisations pouvaient chuter. Et tout ce projet pouvait très bien tomber à l'eau. Mais surtout, j'avais appris, depuis longtemps, à ne pas discuter de mes espoirs avec des personnes qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour mes ambitions. L'introduction en bourse a eu lieu un mardi, au mois d'avril. J'ai pris ma journée, et j'ai regardé la cloche d'ouverture depuis mon appartement, avec mon ordinateur portable posé sur les genoux. Le symbole boursier de Techvest a fait ses débuts sur le téléscripteur. Le prix a augmenté de manière constante, tout au long de la matinée, dépassant même les prévisions les plus optimistes de Gavin. À la clôture des marchés, mon portefeuille d'actions valait un peu plus de 1,25 million de dollars. Après impôts, j'allais recevoir environ 780,000 dollars. En combinant cela avec mes économies, et mes investissements des 4 dernières années, je disposais de plus de 920,000 dollars d'actifs liquides. J'avais 27 ans, et, selon n'importe quel critère raisonnable, j'étais désormais riche. La première chose que j'ai faite, a été de contacter ma conseillère financière, Marianne Keller, avec qui j'avais commencé à travailler 8 mois auparavant. Marianne avait la cinquantaine, elle était brillante en mathématiques, et d'une franchise rafraîchissante concernant les questions d'argent. « Félicitations », a-t-elle murmuré avec chaleur. « Comment vous sentez-vous ? » Submergé, ai-je avoué, ne sachant pas vraiment quoi faire ensuite. Marianne m'a alors expliqué que la première règle, face à une fortune soudaine, était de ne rien faire dans l'immédiat. Laissez la poussière retomber. Laissez la réalité s'installer. Ne prenez aucune décision importante pendant au moins 4 mois. J'ai suivi son conseil à la lettre. J'ai continué à vivre dans mon petit studio, à prendre le métro, et à manger les mêmes plats que j'avais toujours mangés. En apparence, absolument rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout était différent. Je ne m'inquiétais plus des factures imprévues, ou de savoir si j'avais les moyens de remplacer mon vieil ordinateur portable. Cette inquiétude sourde et constante concernant l'argent, qui m'avait accompagné pendant des années, avait tout simplement disparu de ma vie. Après 4 mois, j'ai de nouveau rencontré Marianne. Je suis prête à commencer à planifier les choses, lui ai-je dit. Nous avons discuté de stratégie financière, d'optimisation fiscale, et de fonds de retraite. Marianne m'a aidé à élaborer un plan financier complet, qui permettrait à mon argent de fructifier, tout en m'assurant une stabilité pour l'avenir. Elle m'a également conseillé de réfléchir à ce que j'attendais de la vie, au-delà de la simple sécurité financière. Vous avez vécu en mode survie pendant des années, m'a-t-elle rappelé. Vous avez travaillé dur, vous avez épargné avec soin. Et vous vous êtes privé de choses qui auraient pu vous rendre la vie plus facile.
Vous avez désormais la possibilité de faire d'autres choix. Cette conversation a semé une graine dans mon esprit. Que voulais-je vraiment? Qu'est-ce qui pourrait rendre ma vie plus agréable, plus riche, et plus épanouissante? La réponse m'est apparue un samedi après-midi, alors que je me promenais dans le quartier de Tribeca. J'étais venu à Manhattan pour retrouver Sophie Bennett autour d'un brunch. Mais j'avais fait un détour par un quartier que j'admirais depuis longtemps. Les rues étaient bordées d'arbres et pittoresques. Les bâtiments élégants et parfaitement entretenus. Les rez-de-chaussée abritaient des boutiques chics et des cafés. Tandis que de grandes fenêtres laissaient entrevoir de magnifiques lofts. Je suis passé devant une agence immobilière, avec des annonces affichées en vitrine. L'une d'elles a immédiatement attiré mon attention, un penthouse de 2 chambres. Doté d'une terrasse panoramique, de fenêtres allant du sol au plafond. Et offrant une vue imprenable sur le fleuve Hudson. Le prix affiché était de 1,95 million de dollars. 8 mois plus tôt, j'aurais ricané à l'idée même de regarder une telle annonce. Mais, en me tenant là, par ce bel après-midi, j'ai su que je pouvais me l'offrir. Ce ne serait pas de tout repos, cela nécessiterait la majeure partie de mes liquidités. Ainsi qu'un petit prêt immobilier, mais c'était tout à fait à ma portée. Avant même d'avoir pu me dissuader, j'ai poussé la porte de l'agence immobilière. La procédure de conclusion a duré plusieurs mois, impliquant des inspections de la propriété, des vérifications financières, et des négociations sur des réparations mineures. Le vendeur était un banquier d'affaires en partance pour Londres. Et il était particulièrement méticuleux sur les moindres détails. J'ai engagé un avocat spécialisé en droit immobilier, j'ai contracté un modeste prêt. Pour couvrir la somme que je ne pouvais pas régler comptant. Et j'ai navigué dans le monde complexe des transactions immobilières de la ville de New York. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence vis-à-vis de ma famille. Méline avait récemment annoncé qu'elle envisageait de poursuivre un master en administration des arts. Un diplôme qui coûterait 65 000 $, pour des perspectives professionnelles plutôt incertaines. Mes parents débattaient pour savoir s'ils devaient financer l'intégralité de ses études. Ou lui demander de contracter des prêts. Cette discussion a monopolisé les nombreux dîners de famille auxquels j'ai assisté. Personne ne m'a demandé ce qui se passait dans ma propre vie. Personne ne s'est demandé pourquoi j'avais l'air distraite. Ou pourquoi je passais de si nombreux appels téléphoniques à mon avocat. Je m'étais tellement habitué à être ignoré, que leur manque de curiosité ne me surprenait même plus. La signature finale a eu lieu un vendredi, au mois de septembre. J'étais assise dans une salle de réunion avec mon avocat, l'avocate du vendeur, et le représentant de la société de titres de propriété, signant plus de documents que je ne l'aurais jamais imaginé. Une fois la dernière signature apposée, l'avocate du vendeur m'a tendu un trousseau de clés. « Félicitations », a-t-elle dit en souriant. « Vous êtes maintenant la propriétaire d'un magnifique bien immobilier, en plein cœur de New York. » J'ai senti le poids des clés dans la paume de ma main. Elles symbolisaient bien plus qu'un simple accès à un appartement. Elles représentaient des années de travail acharné, d'innombrables sacrifices. Et la volonté inébranlable de vivre ma vie selon mes propres règles. Bien que n'ayant reçu aucun soutien de la part de ceux qui auraient dû m'aider le plus. Cet achat avait nécessité une préparation financière méticuleuse. J'ai utilisé une grande partie de mes liquidités pour constituer l'apport initial. Et j'ai souscrit un petit prêt immobilier pour couvrir le reste. Marianne Keller m'avait aidé à structurer tout cela de manière logique, me laissant suffisamment de réserves financières pour l'ameublement et les urgences, tout en me permettant d'atteindre mon objectif, acheter ce penthouse. Le jour du déménagement a été complètement fou. J'avais engagé des déménageurs, pour transporter mes affaires depuis mon appartement du Queens. Même si je ne possédais rien qui vaille vraiment la peine d'être déménagé. La plupart de mes meubles étant vieux et bon marché, j'avais décidé de repartir à zéro. J'allais acheter de nouveaux meubles, qui correspondraient vraiment à cet espace. Et qui reflèteraient mon style personnel, plutôt que mes contraintes financières. Sophie est passée me voir le lendemain de mon emménagement, apportant du champagne. Et des plats à emporter d'un restaurant japonais haut de gamme. Nous nous sommes assises sur la terrasse au coucher du soleil.
regardant la lumière changer sur les eaux du fleuve. C'est incroyable, a-t-elle dit, en faisant un signe de tête vers la vue. Tu as accompli tout cela toute seule. C'est vraiment merveilleux. Ça me semble irréel, ai-je avoué. J'ai l'impression que je vais me réveiller, et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Ce n'est pas une illusion, m'a assuré Sophie. C'est ce qui arrive quand le talent rencontre l'opportunité. Et que tu es suffisamment intelligente pour en tirer parti. Tu l'as bien mérité. Nous avons trinqué à ce nouveau départ. Et j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Cet endroit était le mien. Personne ne me l'avait offert. Personne ne pourrait me le reprendre. Et l'opinion de qui que ce soit à ce sujet n'avait aucune importance, à part la mienne. Les semaines qui ont suivi l'emménagement ont été trépidantes. J'ai progressivement équipé l'appartement, en sélectionnant chaque pièce avec grand soin. Je voulais que l'espace soit élégant mais confortable, reflétant la personne que j'étais devenue. Plutôt que le milieu d'où je venais, un canapé d'angle gris pour le salon. Une table à manger pouvant accueillir 8 personnes. Des œuvres d'art achetées dans des galeries locales qui me parlaient, et des plantes. Pour ajouter un souffle de vie à ces pièces inondées de soleil. Mon travail, quant à lui, continuait de bien se passer. Techvest avait connu une croissance fulgurante à la suite de son introduction en bourse. Et j'avais été promue au poste de directrice des solutions clients. Ce rôle s'accompagnait de plus grandes responsabilités. Et d'une augmentation de salaire significative. Je voyageais plus souvent, j'interagissais avec des dirigeants de grandes institutions financières. Et je me bâtissais une solide réputation. En tant que personne capable de résoudre des problèmes complexes. Ma vie personnelle, en revanche, est restée calme. Je sortais parfois avec des hommes, mais rien de sérieux ne s'est jamais concrétisé. La plupart d'entre eux étaient soit intimidés par ma réussite professionnelle, soit dérangés par mon indépendance financière. J'ai alors décidé que je préférais être seul. Plutôt que de compromettre la personne que j'étais devenue, juste pour faire plaisir aux autres. Tante Vivien Mercé était le seul membre de ma famille avec qui je gardais un contact étroit. Nous nous retrouvions pour déjeuner toutes les 2 semaines. Généralement dans un restaurant près de son bureau, situé dans le quartier de Midtown. Elle travaillait comme agent littéraire. Et menait une brillante carrière en représentant des auteurs. Au cours d'un de nos repas, elle m'a demandé si j'avais déjà parlé de mon nouvel appartement à mes parents. Non, ai-je répondu simplement. Pourquoi pas? A demandé Vivien, bien que son ton laissât entendre qu'elle connaissait déjà la réponse. Parce qu'ils n'ont jamais posé la question, lui ai-je expliqué. Il m'appelle de temps en temps, pour me tenir au courant des derniers projets de Méline. Ou pour discuter d'un événement familial. Mais il ne me pose jamais de vraies questions sur ma propre vie. Pourquoi devrais-je leur offrir des informations? Alors qu'ils s'en moquent manifestement? Tu sais qu'ils tiennent à toi, m'a dit Vivien. Ils sont juste terriblement maladroits pour le montrer. Tenir à quelqu'un, cela signifie montrer de l'intérêt pour sa vie, lui ai-je répondu. Cela implique de poser des questions. Et d'écouter les réponses. Cela signifie reconnaître les accomplissements. Et offrir du soutien dans les moments difficiles. Mes parents n'ont fait aucune de ces choses pour moi. Ils ont instauré une dynamique. Dans laquelle Méline est la vedette, et moi un simple personnage secondaire. En s'attendant à ce que je sois reconnaissante, pour la moindre miette d'attention. Tu n'as pas tort, a reconnu Vivien. J'observe cela depuis des années, et je les ai interpellés à ce sujet plus d'une fois. Mais ils ne semblent pas comprendre ce qu'ils font. Alors, il est peut-être temps qu'ils le découvrent, ai-je conclu. Cette conversation a eu lieu un mois avant le dîner d'anniversaire de grand-mère Eleanor Caldwell. Grand-mère Eleanor fêtait ses 87 ans en octobre. Un peu plus de 14 mois après mon emménagement dans le Penthouse. Maman avait organisé un repas dans son restaurant préféré. Un établissement italien haut de gamme situé à Montclair. Où les serveurs la connaissaient par son nom. Toute la famille était censée être présente. Je suis arrivé de la ville, le samedi après-midi, vêtu d'une robe noire toute simple. Et je suis arrivé pile à l'heure.
Méline était déjà attablée, portant des vêtements de créateur que j'avais reconnus dans un récent magazine de mode. Elle racontait ses dernières vacances dans la Napa Valley, décrivant avec passion des dégustations de vin dans des restaurants étoilés au Michelin, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de regarder une étiquette de prix. Maman et papa buvaient chacune de ses paroles. Grand-mère Éléanore souriait avec indulgence, assise en bout de table. Je me suis assise sur la chaise vide, juste en face de ma tante Vivien. Tante Vivien Mercé avait toujours été différente du reste de la famille, beaucoup plus perspicace et moins impressionnable face aux choses superficielles. Elle m'a adressé un sourire sincère, et m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'étais très occupé par mon travail, mais ça se passe bien, vraiment. Tu travailles toujours pour cette entreprise informatique, a-t-elle demandé. Oui, toujours la même. C'est une excellente expérience. Méline a jeté un œil dans ma direction, prenant soudain conscience de ma présence. Faire des journées aussi longues doit être vraiment stressant. Tu n'en as pas marre de cette routine épuisante? J'ai souri poliment. J'aime ce que je fais. C'est bien, a dit maman. Nous craignons que tu ne finisses par faire un burn-out à cause de ta charge de travail excessive. Je prends soin de moi, lui ai-je assuré. Papa a fait signe au serveur d'apporter du vin. La conversation a alors dérivé vers d'autres sujets, le jardin de grand-mère Éléanore Caldwell, le mariage imminent d'un cousin, et quelques petites intrigues au country club. Je participais quand on me sollicitait, mais, la plupart du temps, j'observais. Comme j'en avais toujours eu l'habitude. Le dîner a été servi. Nous avons mangé des pâtes, et partagé des plats comme du poulet piccata et du veau au marsala. Grand-mère Éléanore a raconté des anecdotes sur son enfance à Brooklyn. Et tout le monde a ri au bon moment. C'était une réunion de famille agréable. Le genre de rassemblement auquel j'avais assisté des dizaines de fois auparavant. Puis, au moment où le dessert a été servi, tante Vivien m'a regardé avec un air curieux. J'ai croisé Lydia Prescott la semaine dernière, a-t-elle expliqué. Elle a mentionné t'avoir vu sortir de ce magnifique immeuble à Tribeca. Celui avec le portier et la façade en verre. Je ne savais pas que tu avais déménagé dans ce quartier. Le silence s'est abattu sur la table. Tous les visages se sont tournés vers moi. Oh, ai-je répondu avec désinvolture, en posant ma fourchette. Oui, j'ai déménagé il y a environ 14 mois. Tu as déménagé? Les sourcils de maman se sont levés. Tu ne nous avais pas dit que tu changeais de logement. Ça ne me semblait pas si important, ai-je dit. J'avais juste envie de changer d'air. Méline s'est penchée en avant, son expression trahissant une vive curiosité. À Tribeca? Ce quartier est extrêmement cher. Quel genre de logement as-tu pris? J'ai pris une gorgée d'eau, et j'ai réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir partager. Un penthouse avec 2 chambres, et une jolie vue. Le silence qui a suivi était de plomb. La fourchette de papa a teinté en tombant sur son assiette. La bouche de maman s'est légèrement ouverte, avant de se refermer. Méline m'a dévisagé, comme si je m'étais soudainement mise à parler une langue étrangère. Un penthouse? La voix de Méline est montée d'une octave. À Tribeca? Est-ce que tu as la moindre idée de combien ça coûte? J'en connais le prix, ai-je répondu d'un ton calme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cherché pendant des mois, avant de faire une offre. Comment? Maman semblait avoir du mal à articuler des mots simples. Comment as-tu pu te payer une chose pareille? J'ai mentionné que je travaillais depuis près de 9 ans. Et que mon entreprise était entrée en bourse quelque temps auparavant. Mes stocks options ont extrêmement bien performé. Papa a retrouvé sa voix. Des stocks options? De quelle somme parle-t-on exactement? Je lui ai expliqué que j'avais suffisamment d'argent pour faire un apport initial substantiel. J'ai un prêt immobilier, mais il est tout à fait gérable, compte tenu de mes revenus actuels. Le visage de Méline était devenu rouge de colère. C'est ridicule. Tu as acheté un penthouse sans prévenir personne? Sans même mentionner que tu avais autant d'argent?
Vous n'avez jamais posé la question, ai-je simplement répliqué. Nous sommes ta famille. Méline s'est levée brusquement, la voix si forte que les clients des autres tables ont tourné la tête. Sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. On ne cache pas tout simplement une chose pareille. Je n'ai rien caché, ai-je tenu à clarifier. Je n'en ai tout simplement pas fait l'annonce. Il y a une différence. Méline a saisi son sac à main, accroché au dos de sa chaise, les mains tremblantes. Des larmes avaient commencé à perler dans ses yeux. Mais il m'était impossible de dire si c'était de colère, ou de chagrin. C'est incroyable, s'est-elle exclamée, la voix légèrement brisée. Tout simplement incroyable. Elle a tourné les talons, et s'est dirigée d'un pas rapide vers la sortie du restaurant. Sans se soucier d'aller aux toilettes, ou de garder son sang-froid. En quelques instants, elle avait disparu par la porte d'entrée. Maman s'est à demi levée de son siège, visiblement déchirée entre l'envie de suivre Méline et celle de rester à table. Grand-mère Éléanore observait l'échange avec un vif intérêt. Un léger sourire flottant sur ses lèvres. Tante Vivien, quant à elle, semblait ravie de la situation. Bien qu'elle essayât de le dissimuler derrière son verre de vin. Maman s'est penchée vers moi, par-dessus la table. Ma chérie, nous aurions simplement voulu que tu nous en parles. Nous aurions pu t'aider. Et te donner des conseils. J'avais des conseillers, les jeux interrompus doucement. Des planificateurs financiers, des avocats spécialisés en immobilier. Et toute une équipe avec moi. J'ai été très prudente dans ma décision. Mais nous sommes tes parents, a poursuivi papa, la voix pleine de peine. Nous aurions dû être impliqués là-dedans. Je l'ai regardé droit dans les yeux. À quel moment avez-vous été impliqué dans mes décisions financières? Vous ne m'avez pas aidé à payer mes études universitaires. Vous n'avez pas contribué à mes frais de subsistance. Lorsque j'ai déménagé en ville. Vous ne m'avez jamais demandé ce dont j'avais besoin. Ni comment je m'en sortais. J'ai appris à gérer mon argent toute seule. Tout simplement parce que je n'avais pas le choix. La vérité flottait dans l'air, indéniable et dérangeante. Maman s'est rassise lentement, visiblement ébranlée. Je suppose que nous t'avons effectivement laissé te débrouiller toute seule. A-t-elle confessé doucement. Tante Vivien a choisi ce moment précis pour intervenir, et sa voix a fendu la tension de la pièce. Comme un scalpel dans du beurre. Savez-vous ce qui me fascine? A-t-elle lancé, tout en fixant la chaise vide, où Méline était assise quelques minutes plus tôt. Votre fille a acheté un appartement, dans l'un des quartiers les plus chers de Manhattan, et ce. Par ses propres moyens. Et au lieu d'être fier, ou heureux pour elle. Votre première réaction a été la colère, et les interrogatoires. Pourquoi donc? La question est restée suspendue dans le vide. Maman et papa ont échangé un regard, sans dire un mot. Vivien a poursuivi, balayant maman et papa du regard. Depuis des années, je regarde cette famille consacrer toutes ses ressources à l'une de ses filles. Pendant que l'autre doit se débrouiller seule. Je vous ai vu célébrer les réussites médiocres de Méline. Tout en ignorant les véritables exploits de votre autre fille. Et maintenant qu'elle a dépassé toutes les attentes raisonnables. Vous vous comportez tous comme si elle avait commis une faute grave. En ne vous tenant pas informé. Maman avait l'air bouleversée. Vivien, ce n'est pas très juste, n'est-ce pas? Vraiment, a défié Vivien. À quand remonte la dernière fois, où quelqu'un lui a posé des questions sur son travail? Ou sur sa vie? À quand remonte la dernière fois, où vous lui avez offert de l'aide, ou du soutien? Sans qu'elle ait à le demander? Cette enfant a payé elle-même ses études universitaires. Elle a bâti sa propre carrière, et a acheté de l'immobilier à Manhattan. Cela devrait être célébré. Et non faire l'objet d'une enquête. Le silence qui a suivi était assourdissant. D'autres clients du restaurant avaient clairement remarqué l'agitation, mais, curieusement, je ne m'en souciais pas. Au fond de moi, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Grand-mère Éléanore s'est raclé la gorge. Tout le monde s'est tourné vers elle, la matriarche de la famille.
attendant son verdict sur la question. Elle a déclaré, « Je suis fière de toi », en me regardant droit dans les yeux. Je suis fière que tu aies appris à voler de tes propres ailes. Je suis fière que tu n'aies pas attendu de recevoir l'aumône. Et que tu n'aies pas joué à la victime. Tu as identifié ce que tu voulais. Et tu as travaillé dur pour l'obtenir. Cela demande un sacré caractère. Elle s'est tournée vers la chaise vide, que Méline avait occupée. Et son visage s'est légèrement durci. Votre autre fille a tout reçu. Et n'a jamais rien apprécié. La réussite de sa sœur n'est pas une attaque contre elle. Elle prouve simplement que le travail acharné finit par payer. Elle m'a regardé à nouveau, le regard plein de tendresse. J'ai toujours su que tu étais exceptionnel. Je suis tout simplement ravi de voir que les autres, enfin, s'en rendent compte aussi. Papa a regardé tour à tour grand-mère Éléanore et moi, se demandant visiblement comment réagir. Je ne crois pas que nous avions l'intention de créer un tel déséquilibre. A-t-il fini par répondre. Nous pensions simplement que Méline avait besoin d'une aide supplémentaire. Vous aviez l'impression qu'elle avait besoin de plus d'aide, ai-je fait remarquer doucement. Alors? Vous lui avez apporté un soutien supplémentaire. C'était votre décision. Mais vous n'avez pas à être étonné du fait que j'ai appris à subvenir à mes propres besoins. Et vous n'avez pas non plus à être vexé. Du fait que je ne vous ai pas associé à la réussite qui a découlé de cette autonomie. Il a hoché la tête lentement, paraissant soudain plus vieux. Tu as raison. Nous avons fait des erreurs. C'est le cas, ai-je convenu. Mais je ne suis plus en colère. J'ai arrêté d'être en colère. Quand j'ai réalisé que votre favoritisme lui faisait plus de mal à elle qu'à moi. Vous avez permis à Méline de devenir dépendante. Et capricieuse. Vous lui avez appris que tout lui serait toujours servi sur un plateau. Mais, à moi. Vous m'avez enseigné la résilience, même si ce n'était pas vraiment votre but. Maman a regardé vers l'entrée du restaurant, par laquelle Méline s'était enfuie. Puis elle s'est tournée vers moi. Elle est partie. Elle a appelé une voiture, et elle est rentrée à la maison. Maman a ensuite ajouté cette précision, pourtant évidente, elle est très bouleversée. Tante Vivien Mercé a alors expliqué, elle est bouleversée. Parce que sa vision du monde vient d'être remise en question. Elle croyait qu'elle était unique. Privilégiée, et destinée à un immense succès. Découvrir que sa sœur l'a tranquillement dépassée. L'a obligée à regarder la réalité en face. C'est cruel de dire ça, a protesté maman, d'une voix faible. Vivien a rétorqué, la réalité est souvent cruelle. Mais elle est aussi nécessaire. La fin du dîner s'est déroulée dans un certain malaise. Nous avons mangé le gâteau d'anniversaire, et nous avons chanté pour grand-mère Éléanore Caldwell. Mais l'enthousiasme n'y était plus. Au moment de se dire au revoir, maman m'a serré fort contre elle, et m'a murmuré. Nous sommes tellement fiers de toi. Je suis désolé que nous ne te l'ayons pas dit plus souvent. Je lui ai rendu son étreinte, en proie à des sentiments mitigés. Merci. Papa m'a serré la main, de manière formelle et un peu étrange. J'aimerais bien voir ton nouvel appartement un de ces jours. Si tu es d'accord pour nous faire visiter. Peut-être, ai-je répondu, sans m'engager. Tante Vivien m'a accompagné jusqu'à ma voiture. C'était une soirée plutôt mouvementée, a-t-elle remarqué, avec un sourire amusé. Je n'avais pas l'intention de faire une scène, lui ai-je avoué. Oh, je t'en prie, a-t-elle ri. Ce scénario se préparait depuis 32 ans. Il se trouve que c'est toi qui as fini par craquer l'allumette. De plus. Certaines familles ont parfois besoin d'une bonne explosion, pour assainir l'atmosphère. J'ai pris la route du retour vers Manhattan, alors que le soleil se couchait sur les gratte-ciel, teintant les tours d'orange et de rose. Mon téléphone a vibré, sous l'afflux de messages. Maman me demandait si nous pourrions discuter. Papa m'avait envoyé un article sur l'investissement immobilier. Grand-mère Éléanore avait écrit, tout simplement. Viens me voir bientôt. Je veux tout savoir sur ta vie. Méline, elle, ne m'a pas contacté. Et je ne m'y attendais pas, de toute façon.
Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Maman m'appelait régulièrement, me posant des questions sur mon travail. Un sujet qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. Papa voulait discuter de stratégie financière et de gestion de portefeuille. Ils essayaient, avec toute leur maladresse, de combler le fossé qui nous avait toujours séparés. Méline est restée silencieuse. Maman m'a dit qu'elle était retournée vivre chez eux de manière temporaire. Et qu'elle essayait de remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai ressenti un petit pincement au cœur, pas tout à fait de la compassion. Mais certainement pas de la satisfaction non plus. Je n'avais jamais eu l'intention de blesser ma sœur, je voulais juste vivre ma propre vie. Sans qu'on me fasse constamment me sentir inférieur. Méline a repris contact, 4 mois après le dîner. Elle m'a envoyé un message, pour me demander si nous pouvions nous voir autour d'un café. J'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'elle avait à me dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café de Midtown, un terrain neutre et familier pour nous deux. Elle avait l'air fatiguée, et un peu moins apprêtée qu'à son habitude. Nous avons pris nos boissons, et nous nous sommes assises près de la fenêtre. Regardant les gens se presser sur le trottoir à l'extérieur. Méline a fini par dire « J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, et à la façon dont je l'ai menée. J'ai attendu la suite, sans dire un mot. J'étais vraiment en colère après le dîner, a-t-elle avoué. Mais en y repensant, j'ai compris que Vivien avait raison. Je me suis laissé porter. J'ai attendu que les choses viennent à moi. Plutôt que de les provoquer. D'accord, ai-je répondu doucement. Elle a continué. Je ne vais pas prétendre que nous allons soudainement devenir les meilleurs amis du monde. Je sais que nous n'avons jamais été très proches. Mais je voulais te dire que je comprends, maintenant. Je comprends pourquoi tu as caché ta réussite. Et je m'excuse d'avoir fait une scène. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais elles étaient sincères. Je pouvais le lire dans ses yeux. Merci, ai-je répondu. J'apprécie ta démarche. J'envisage de reprendre mes études, m'a-t-elle annoncé. Je pense à faire un master dans un domaine plus pratique, comme le marketing. Ou l'administration des affaires. Au lieu de me contenter d'en parler. Je veux commencer à construire ma carrière. Cela me semble être une excellente idée, ai-je déclaré, et je le pensais vraiment. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Et la discussion a été plus fluide que je ne l'aurais imaginé. Nous ne serions jamais de ces sœurs qui partagent tout, et passent tout leur week-end ensemble. Il y avait un passé bien trop lourd entre nous, pour en arriver là. Mais, peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'être cordial. Voire aimable l'une envers l'autre, à petite dose. Au moment de nous séparer au coin de la rue, Méline m'a surprise. En me prenant dans ses bras pour une brève étreinte. Pour ce que ça vaut, a-t-elle déclaré. Ce pantouse a l'air vraiment spectaculaire. Tu as de quoi être fier. Je le suis, ai-je répondu simplement. Elle s'est éloignée vers la station de métro, et je suis retourné à mon bureau. Ma vie n'avait pas radicalement changé, depuis le dîner d'anniversaire de grand-mère Éléanore. Je faisais toujours de longues journées, je gérais mes finances avec la plus grande rigueur. Et je vivais dans mon bel appartement, profitant de cette vue imprenable sur la ville. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. J'avais enfin posé une partie du fardeau, que je portais depuis tant d'années. Ma famille savait enfin qui j'étais devenu. Ils étaient conscients de ce que j'avais accompli. Non pas grâce à la chance ou à des coups de pouce, mais grâce à un travail acharné. Et à un bon jugement. Ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Et ils ne pouvaient plus m'enfermer dans cette case étiquetée, l'autre fille. Ou, celle qui est autonome et n'a besoin de rien. Oui, je leur avais prouvé quelque chose, mais, plus important encore. Je me l'étais prouvé à moi-même. Je m'étais affranchi du rôle qu'ils m'avaient assigné. Et j'avais construit une vie entièrement dictée par mes propres règles. Et cette vie était, somme toute, plutôt merveilleuse. Le mois suivant, j'ai organisé le dîner de Thanksgiving chez moi. C'était la première fois que toute ma famille se réunissait dans ma maison. Et observer leurs visages, alors qu'ils découvraient les lieux, m'a procuré un sentiment de profonde sérénité.
Maman n'arrêtait pas de caresser les surfaces en marbre de la cuisine. Papa est resté sur la terrasse pendant 20 minutes, s'émerveillant tout simplement du paysage. Même Méline semblait sincèrement impressionnée. Passant d'une pièce à l'autre avec une expression d'émerveillement sur le visage. Grand-mère Éléanore s'est installée dans le fauteuil le plus confortable du salon. Et a proclamé qu'elle n'en partirait plus jamais. Tante Vivien m'a aidé à cuisiner, et nous avons plaisanté dans la cuisine. Pendant que la dinde rôtissait au four. Ce n'était pas parfait. La famille n'est jamais parfaite, mais c'était authentique. D'une manière que nos précédentes réunions n'avaient jamais connue. Tout le monde savait à quoi s'en tenir. Les illusions avaient été dissipées, et ce qui restait était bien plus vrai. Même si c'était parfois douloureux. Assise autour de la table que j'avais choisie moi-même. Dans la maison que j'avais achetée par mes propres moyens. Et mangeant le repas que j'avais préparé de mes propres mains. J'ai observé les visages de ma famille. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps. Ce n'était pas tout à fait le pardon, cela demanderait encore du temps et je n'avais pas non plus l'impression totale d'être à ma place. J'avais appris à faire passer mes propres besoins en premier, mais, au moins, j'étais sur le point de trouver la paix. À l'autre bout de la table, Méline a croisé mon regard, et m'a adressé un bref sourire. Je lui ai souri en retour. Nous ne serions jamais les sœurs que chacune de nous avait espéré avoir. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous être honnêtes l'une envers l'autre. Et, au fond, c'était amplement suffisant.